faut se mettre à la place du prospect. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Tu dois être prêt à accepter l'échec. Tu grandis tous les jours et t'apprends tous les jours. Un pitch, ça se mérite. Cette personne-là, elle m'a pas fait perdre du temps. Il y a une leçon cachée derrière. Je choisis l'inconfort aujourd'hui pour être confortable demain. Pour tirer une leçon de ça. Comment est-ce que toi tu fais? Tu dois choisir ta difficulté. Tu peux pas fuir. Et laquelle tu as envie d'avoir? Bienvenue à toi dans cette vidéo. On va voir quelque chose d'exceptionnel avec une équipe exceptionnelle. Aujourd'hui, je ne suis pas seul et je suis avec mon équipe de vente, Tanguy, Titouan, Lotfi, mais pas que. J'ai un invité surprise, un invité de taille, un ami, un frère, un grand mentor dans la vente que j'accueille parmi nous aujourd'hui, qui est Osama. Bienvenue à toi, bienvenue la team. Je pense que pour la team, pas besoin de se présenter. Normalement, Osama, pas besoin de se présenter, mais comme tu es l'invité, je suis obligé de te demander de te présenter. Merci pour cette intro, c'était un plaisir d'être là. Moi, pour ceux qui me connaissent, expert dans la vente, formateur depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne des personnes à se réconcilier avec ce domaine, à retravailler la réputation de ce métier qui est vu comme le monde et qui n'a pas forcément une bonne image aujourd'hui. Et ça peut se comprendre avec différentes pratiques aujourd'hui qu'on peut enseigner, les différentes dérives. Donc comment se réconcilier avec ce beau métier, comment développer une posture et vendre en prenant du plaisir. Qui veut se lancer, les gars? Ne vous battez pas tous. Si tu devais revenir en arrière, à tes débuts dans le closing. Dans le closing, Ouais. pas dans la vente. Oh, alors, double question. Si tu devais revenir à tes débuts dans la vente, qu'est-ce que tu changerais? Et pareil avec le closing. Si je devais revenir à mes débuts dans la vente, s'il y a une chose que je devrais changer aujourd'hui, en vrai, c'est peut-être bateau, mais je te dirais rien. Je te dirais rien parce que j'ai appris beaucoup de mes erreurs et que si je ne devais pas les refaire, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Et je ferai encore des erreurs et j'espère encore en faire et apprendre de ces erreurs surtout. Parce qu'en faire pour en faire, ça ne sert pas à grand-chose. Dans le closing, je te dirais oui et non aussi. Oui, où j'accepte, bien sûr, j'ai pas de regrets, mais si je devais changer quelque chose, je changerais mon niveau de tolérance dans mes partenariats. Je serais un peu plus féroce, un peu plus dur et j'aurais gagné beaucoup plus d'argent. Ça, c'est un point où je pense qu'il y a beaucoup de sales, même de professionnels, qui vont se reconnaître avec le syndrome de l'objet brillant, qui vont vouloir essayer d'être un peu partout. Quand tu dis être plus féroce dans le choix de tes partenaires, ça serait quoi un peu les points essentiels que toi tu regarderais aujourd'hui? En fait, il faut regarder déjà tout l'écosystème en termes de process. Est-ce que je rentre dans une équipe dans laquelle je peux mathématiquement gagner ma vie? Donc, combien de chiffres d'affaires vous générez par mois? Pour combien de closers? Ça me permet vite de savoir combien un closer en moyenne peut gagner, combien d'appels par semaine. Tous ces genres de questions basiques pour comprendre en termes de process si je peux m'en sortir. Mais pas que. Je regardais plutôt qui est-ce qui mène la barque. C'est qui le capitaine du navire? Est-ce que je suis aligné avec l'homme et pas l'entrepreneur seulement? Est-ce que je peux donner ma confiance à cette personne-là? Est-ce que je peux aller sur les tranchées? Est-ce que je peux aller au front avec cette personne-là? Là, on parle du closer qui serait plus dur dans le choix de ses partenaires ou qui va durcir un petit peu son comportement avec les partenaires. Mais les professionnels de l'accompagnement, les entrepreneurs aujourd'hui, doivent aussi durcir leur comportement avec leurs prospects dans les appels de qualification. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes dans les appels de qualification, dans les appels de découverte, on les appelle comme on veut, qui sont trop dans le besoin, sont demandeurs. Donc comme tu es demandeur, tu as une posture de demandeur, forcément, en gros, tu confonds l'empathie, la sympathie, tu vas pas poser les bonnes questions, tu vas être trop gentil, etc. Et tu vas faire passer une personne dans un appel de closing alors qu'elle ne le mérite pas. Ce conseil-là, je durcirai ma posture avec mes partenaires. Moi, je le transmettrai pour les entrepreneurs à durcir leur posture dans la vente, en donnant envie d'acheter. Et je durcirai mes appels de qualification. Même vous, hein, je pense qu'aujourd'hui, à l'unanimité, il y a quelques années en arrière, vous étiez open, trop souple dans vos appels de qualif. Et du coup, ça arrivait trop d'appels de qualification. Si tu me permets de rebondir là-dessus, Rachid, ça me parle beaucoup ce dont tu es en train de parler parce que justement, il y a quelques temps, disons que depuis que j'ai intégré l'équipe, mon but c'était de passer le plus de personnes en pitch. Et je me disais que forcément, plus je pitchais, plus il y aurait de résultats. Et au final, on avait eu une discussion rapide et il y avait un mot qui m'avait vraiment impacté, c'était un pitch, ça se mérite. Et c'est vrai que depuis, donc j'ai durci mes qualifs, j'ai durci aussi ma phase de pré-pitch pour vraiment aller chercher le mérite chez la personne pour qu'elle puisse me dévoiler vraiment qui elle est et au-delà de qui elle est, ce qu'elle a envie d'avoir, de faire et d'être. Et seulement à partir de là, pouvoir lui présenter ce que l'on fait pour plusieurs raisons parce que du coup, elle s'est ouverte. Donc forcément que la présentation fait beaucoup plus de sens, mais on a la personne aussi en face qui est beaucoup plus engagée, et pas seulement envers nous, mais surtout envers elle-même et envers qui elle a envie de devenir. Faut faire attention à une chose quand même, c'est que ne pas tomber dans un extrême. Parce que moi j'avais un partenaire il y a quelques années, j'étais à 80% de taux de close et je pensais bien faire. Le qualify hard, close easy. On l'a tous entendu au moins une fois celle-là.
Et un jour, mon partenaire me disait, mais attends, si tu as 80% de taux de close, c'est qu'il y a un problème. Tu pitches pas assez, prends plus de risques. Je dis, tiens, c'est vrai. En fait, ça me sert à quoi d'avoir 80% de taux de close ou 90 ou 100? C'est pour mon ego. Donc je me suis dit, je vais laisser passer un peu plus de personnes. Forcément, plus de non-close, mon taux qui baisse. Et je suis passé de 80 à 42, 43. Donc j'ai divisé par 2 mon taux de close. Mais des plus belles factures. Des belles factures. Il faut trouver cet équilibre. Et même, c'est même pas une question. À ce rythme-là, je préfère être à 10% de taux de close. Donne-moi 5% de taux de close et j'augmente mes factures. Bon, après, il faut trouver bien sûr l'équilibre parce que sinon, tu passes beaucoup d'appels pour beaucoup de non-close avec beaucoup de personnes qui ne méritent pas. Tu perds du temps, de l'énergie, du focus. En gros, si je prends ton extrême à toi, c'est je fais passer un maximum de personnes. Si je prends ton extrême à toi, c'est je fais passer très peu de personnes que ceux qui sont méritants. Donc, il faut trouver ce juste milieu. Voilà. Donc après, c'est à toi de déterminer en tant que closer, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi tes critères de sélection, quelles sont les informations dont tu as besoin pour faire passer une personne d'une qualif à un closing pour que tu puisses pitcher ton offre. Et dès que les critères et les feux verts sont allumés... Et ouvre-toi l'esprit. Peut-être que la personne a besoin de 3 appels, 4 appels. Gère ton cycle de vente et ne suis pas juste un process comme un robot sans réfléchir. C'est lourd ça ce que vous dites et justement je pense que ça réveille aussi beaucoup d'erreurs que certains peuvent faire parce qu'ils vont voir un tel, ça marche pour lui en passant tout le monde en appel de vente parce qu'il va faire beaucoup de follow-up, etc. Il a des bons process, le marketing est bon, donc pour lui ça peut marcher. Et le voisin qui va regarder comment l'autre fait, il va se dire je vais faire pareil, mais lui par rapport à ses paramètres, ça va peut-être pas être efficace. Et donc il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Et tout à l'heure, quand tu t'es présenté Oussama, tu disais que tu changerais pas certaines erreurs parce qu'elles t'ont permis de grandir. C'est quoi, selon toi, selon vous, les erreurs courantes dans la vente? Et surtout, celles qui desservent le plus. Parce qu'il y a des erreurs qui nous font grandir, avec lesquelles on va apprendre, mais il y a aussi des erreurs qui nous desservent. Est-ce qu'on pourrait faire un petit listing, là, rapide, des principales erreurs, et notamment celles qui desservent le plus aujourd'hui? Et j'aime trop sa question. Moi, la première, selon moi, les entrepreneurs aujourd'hui, un closer, je le considère comme un entrepreneur. Donc pour moi, l'entrepreneur compare son intérieur aux extérieurs des autres. Ça revient à dire un petit peu ce que vient de dire Titouan, en quelque sorte. Quelque chose qui fonctionne pour une personne à côté de toi, qui fait la même chose que toi, c'est pas certain, c'est pas sûr et certain qu'elle fonctionne pour toi. Ne compare pas l'extérieur avec ton propre intérieur. Cette personne-là, peut-être qu'elle est au chapitre 6, 7, 8 de son entrepreneuriat, toi tu es au chapitre 1. Donc il y a forcément ça. Donc ça, c'est vraiment pour moi la première chose, c'est que l'entrepreneur compare son intérieur avec l'extérieur, donc les autres. Toi, Oussama, en plus, tu formes pas mal de sales aujourd'hui et tu en as formé aussi beaucoup. Tu dois en voir pas mal des erreurs. Et certaines fois aussi, tu dois voir des erreurs justement qui sont finalement des bonnes erreurs que toi-même peut-être tu as déjà vécues, qui t'ont permis de passer des steps. C'est quoi les principales que tu vois en général? C'est de vouloir avancer trop vite, de vouloir maîtriser des techniques hyper avancées juste pour peut-être flatter son ego et penser que c'est comme ça qu'on fait des ventes, au lieu de travailler sur des fondations. Aujourd'hui, la plupart ne veulent pas faire le boring stuff, le travail un peu fatigant, ennuyant. Revenir aux fondations. Et si je vais dire à une personne, non mais tu dois bien écouter, au travail ton écoute, ça te donne pas envie, c'est pas vendeur, tu vois. Et pourtant, les principales erreurs, elles sont là. Manque d'écoute, donc les questions qui sont posées ne sont pas forcément les bonnes. Les objections qui sont traitées ne sont pas les bonnes, parce que j'écoute seulement ce que mon prospect dit et j'écoute pas forcément comment est-ce qu'il pense. Et j'écoute pas la croyance qu'il y a derrière ses paroles et ce schéma de pensée. Donc en fait, souvent, on tape à côté. Mais si tu es en accompagnement, c'est pour prendre des raccourcis et éviter les erreurs que j'ai faites. Donc, généralement, on travaille sur ça assez vite. J'aimerais revenir sur un point, tu as parlé des objections. Et en fait, les objections, on en parle souvent dans les coachings, on en parle souvent dans les débriefs, on en parle souvent partout. Et une fois, j'ai posé la question à quelqu'un, mais en fait, pourquoi est-ce que tu as autant peur des objections? Et en fait, même la personne, elle ne savait pas réellement quoi répondre. Et en fait, c'est qu'aujourd'hui, la vente, et surtout le closing, est lié, on a l'impression que c'est que ça. Donc du coup, tout le monde fait le focus là-dessus, tout le monde essaye de devenir quelqu'un sur les objections, et c'est pour ça qu'il n'y a pas si longtemps, on aidait quelqu'un là-dessus. Son appel s'était très bien passé, sauf les objections, parce qu'il a essayé de répéter un schéma de quelqu'un d'autre. Il est sorti du cadre où il n'était plus lui-même. Et en fait, c'est une des erreurs dans le closing, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'autre à un certain moment. En fait, c'est pas de vouloir être quelqu'un d'autre qui est important, c'est surtout d'en fait être qui on est, prendre des choses peut-être qui marchent chez les autres, mais pas de les répéter au schéma exact, mais de les adapter en fait avec sa personnalité, sa façon de parler, son humanité, parce que l'humanité est aussi important. On fait de la vente, ce qui est le plus important, c'est l'humain aussi là-dedans. Très très pertinent. En gros, il y a une première, c'est les gens se comparent leur intérieur aux extérieurs. Celle d'Oussama, c'était, si on doit résumer, Les erreurs à éviter, les erreurs qu'on voit souvent, c'est que des personnes vont chercher le niveau 4, 5 alors que tu ne maîtrises pas le niveau 1, niveau 2. Voilà, tout simplement. Parce que c'est moins vendeur et aujourd'hui on veut tous les résultats tout de suite. celle qu'a citée Tanguy, c'est que les gens pensent qu'il faut absolument être bon dans les objections, ils seront des monstres en vente.
Alors que les objections, c'est une partie du process de vente sans recopier, en quelque sorte, perdre sa personnalité et vouloir recopier la manière de faire de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. C'est arrêter de mettre le focus sur les objections parce qu'en fait, si on met le focus ailleurs, l'appel il se joue avant les objections. Les objections en fait c'est une partie de plaisir normalement dans l'appel parce qu'on est censé avoir en fait posé toutes les questions qui nous ont donné toutes les réponses qui vous permettraient en fait de jouer en fait avec les objections. Alors qu'en fait si on skip un peu le reste, on se retrouve à la fin avec des objections où on se retrouve dans l'incapacité de répondre, on essaye de sortir des trucs pour essayer de faire des choses au final qui amènent nulle part parce qu'en fait on a oublié la partie la plus importante, celle qui nous permettait d'avoir en fait l'ingrédient qui nous permettrait de remonter à l'objection et en fait d'accompagner le prospect parce que s'il y a une objection c'est qu'il y a un intérêt, c'est qu'il y a une inquiétude. Et le but, en fait, c'est d'accompagner le prospect dans ce processus-là. En fait, de reprendre, peut-être d'aller un peu en arrière, une expression qui est reculer pour mieux sauter, elle n'est pas là pour rien. Bah, c'est un peu pareil, c'est revenir un peu en arrière, réaccompagner le prospect et en fait, switcher avec ça. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que d'être soi-même pour le faire. Est-ce que là, dans ce que tu dis, je pense connaître la réponse, mais entre ce que Oussama partage et ce que tu dis, est-ce que finalement, selon vous, un des secrets de la vente, c'est pas juste du coup de travailler sur les soft skills avant tout, l'écoute, être un bon humain, ce genre de choses, plutôt que d'aller chercher les techniques de vente, les techniques d'objection, etc. Les techniques, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste pas la priorité, c'est pas le focus qu'il faut avoir. En fait, quelle est ton intention derrière? C'est la première question qu'il faut se poser. C'est quoi pour toi vendre? Si pour toi, c'est comme pour nous ici, servir ton prospect dans son meilleur intérêt, dans ce cas-là, c'est mieux de l'écouter. Et de traiter cet appel comme si c'était avec un membre de ta famille. Parce que vendre des programmes à plusieurs milliers d'euros, c'est pas une chose qui est facile et c'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, est-ce que je sais qu'on peut t'aider? Si c'est le cas, comment est-ce que je peux te servir? Avec quelle posture? Avec quelle intention? Avec quelle énergie? Et comme a dit Tanguy, on est des humains. Donc, moi, je vais prendre un exemple. J'écoutais un de nos clients, un coach sportif, dans ses appels. Il avait suivi d'autres accompagnements avant de venir chez nous. Et en fait, il faisait des bons appels avec une bonne structure. Tout se passait bien. Et dès qu'il est arrivé aux objections à la fin, c'est des petites préoccupations du prospect qui sont simple, normal. Il y a un peu de peur, c'est normal. S'il n'y avait pas ça, le métier n'existerait pas. Si les gens achèteraient avec une page de vente en ligne. Et dès qu'il y avait ça, en fait, je voyais, il n'enregistrait pas son appel avec Meet ou Zoom. Il enregistrait son écran. Donc, je le voyais avec la face du prospect en face de lui. Et dès qu'il y avait l'objection, il prenait son script. Traitement d'objection peur. Étape 1, fais ça. Étape 2, fais ça. Et là, il commence à suivre son truc. Donc là, on n'est plus dans l'humain, là. Là, on est dans le robotisation. Il se ratait complètement. En 5 minutes, il tuait un appel pendant 1 heure. Il travaillait son prospect et en 5 minutes, il a tué la vente parce qu'il a complètement déconnecté. Mais moi, j'aime bien trouver des excuses. D'ailleurs, c'est toi qui m'as appris à faire ça. J'aime bien trouver des excuses aux gens. Et à la fois, c'est pas de leur faute parce que c'est aussi ce qu'on leur a dit de faire. Dans tous les programmes de closing, etc., on leur dit quand on te dit ça, tu dis ça. Là, on va sur un terrain vague. Je suis d'accord avec toi. Par contre, il faut avoir un minimum de bon sens. Donc il faut savoir réfléchir, prendre le temps de réfléchir, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. Je ne peux pas suivre un coach aveuglément sans me poser des questions. Si j'ai un doute, je dois questionner. S'il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi, je pense à cette personne-là, là tout de suite, qui pendant 1 heure faisait un bon travail et qui tuait tout un travail d'1 heure en 5 minutes. À un moment donné, tu dois te poser la question, pourquoi mon appel ne se transforme pas en vente? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu dois être conscient de la catastrophe qui se passe sur les 5 dernières minutes. Voilà pourquoi quand tu enregistres un appel, c'est avant tout pour que tu te le réécoutes toi-même. Et que tu vois en off qu'est-ce qui a bien fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Donc, 1, il y a ta part de responsabilité dans tout ça. C'est super important. Quel est ton niveau de responsabilité? Et 2, je suis d'accord avec toi, avec qui est-ce que tu te formes? Et là, pour le coup, ce coaching-là sur le traitement d'objection de la peur, je le connaissais. Et ça, c'est fait par des personnes qui n'ont même pas travaillé ça sur le terrain. On a dit qu'on était sans filtre. Attends, qui je respecte la thématique. C'est qui? Non, on n'est pas là pour taper sur les autres. Et c'est juste pour parler, là c'est une des dérives qu'on voit dans ce milieu-là, c'est qu'il y a des personnes qui te donnent de la théorie qui n'a jamais été en pratique sur le terrain. Le fameux coach sportif qui est en obésité morbide derrière son écran. Non, mieux que ça. Hormozy disait un truc intéressant à ce sujet, pour ce fléau dans le milieu du business en ligne. Je suis coach business, je commence à me développer, je paye des programmes, je mets des choses en place, je bosse, je commence à avoir des résultats, je fais le million, je deviens millionnaire. Maintenant que je suis millionnaire, je commence à faire du yoga, je commence à faire des routines matinales et des bains froids. Je vais faire mon programme pour aider des clients à devenir millionnaires. Je vais leur dire de faire quoi? Des bains froids. Des bains froids, du yoga et des routines matinales. Mais c'est pas ça qui m'a emmené là. Il ne faut pas me dire manger pas de chocolat. Et aujourd'hui, il y a ces dérives-là où on va enseigner des choses qui n'ont même pas été prouvées, ça n'a aucun fondement scientifique, psychologique, et ça n'a même pas été prouvé sur le terrain. Et pour quelqu'un qui débute justement, comment il peut reconnaître ça? C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, c'est pas évident, oui. Mais par contre, il y a des choses aujourd'hui qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Le bon sens. Ah, mais au-delà du bon sens. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le marché, il est mature. Si tu me parles du marché de 2019-2020, je te dis oui, moi j'ai été le premier à me faire avoir.
Le marché, il est mature. Ça veut dire que le marché de 2019 à 2024, 2025, il est de plus en plus mature. Autrement dit, les gens sont éduqués. Tout le monde a déjà eu un appel de closing. Tout le monde a déjà investi au minimum dans une formation, ne serait-ce qu'à 27 balles. On ne parle pas de milliers d'euros là, mais tout le monde est éduqué. Autrement dit, il y a un bon sens qui s'installe. Ça veut dire que j'ai une personne en face de moi, c'est pas si elle me dit je vais te ramener à 14 000 euros en 3 mois, et que moi je pars de zéro, Ouais, ou tu veux te former en closing. Mais attention, mature et méfiant, c'est différent. je te parle du bon sens. C'est du bon sens. Le bon sens, c'est de te dire, moi aujourd'hui, si tu me dis, viens Rachid, je vais te permettre de perdre 30 kilos en 3 mois, tu vois, non, je pars de zéro. J'ai des habitudes ancrées en moi depuis 35 ans au niveau alimentaire. Déconstruire tout ça pour reconstruire des choses, ça va pas me mettre 3 mois. Je te dis ça parce que j'ai eu un coach qui m'a dit, je te fais perdre 30 kilos en 3 mois. C'est pour ça, méfiance et maturité, c'est différent. J'ai dit bon sens, j'ai pas dit méfiance. Moi, je suis désolé, à un moment donné, si tu veux te former dans la vente et devenir un expert dans la vente, tu peux pas te laisser avoir par des promesses. Je suis le numéro 1 mondial, il n'y a personne qui fait comme moi, je suis le boss. Ou prends 3 appels par jour. Ouais. Ou tu vas closer, tu vas gagner au bord de la piscine. Non. Ça, j'ai fait des années au sein Ne va pas chez Tanguy, ils font de la merde, achète chez moi. Ouais. Là, tu as dissonance cognitive. Ne te forme pas chez lui, ça a été un de mes élèves. Il y a des choses. Non, au bout d'un moment, au sein j'ai pris des appels de 9h du matin jusqu'à 23h. Aujourd'hui, tu veux devenir bon, ça passe par le travail. J'ai jamais fait de bain froid, j'ai jamais fait de yoga. Peut-être que tu seras millionnaire. On te le souhaite. Avec mon poids, quoi, du bien-être. Tu as dit quelque chose d'intéressant, ça passe par le travail. Et tu vois, admettons, quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est obligatoire qu'ils doivent se former. D'investir. Déjà, le fait d'investir sur lui pour être capable de demander aux autres d'investir sur eux. Ensuite, c'est quoi le travail pour toi aujourd'hui? Quel est l'extrême à ne pas dépasser? Là, c'est un sujet que moi, j'aime pas. C'est pour ça que je te le pose. Je sais. Parce que je suis pas d'accord avec vous, non, c'est ça? Non, c'est pas parce que je suis pas d'accord. C'est parce que je pense que y a des cycles. Il y a des cycles dans l'entrepreneuriat, il y a des cycles. Aujourd'hui, si tu veux parler de régulation, tu veux parler de attention à ne pas prendre autant d'appels par jour, etc., je suis d'accord. Mais il faut accepter que ta montée en compétences, elle prenne plus de temps. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a un extrême à ne pas dépasser? Je suis OK sur le fait qu'on doit prendre des calls, on doit expérimenter, on doit monter en compétences. Mais est-ce que justement, il n'y a pas... Tu vois, C'est une bonne question. l'Everest, il y a une zone de la mort. Bah là, c'est pareil. Quelle serait la zone de la mort dans le closing pour pas être dans un burn-out? Mais ma zone à moi, elle sera différente de Ouais, celle c'est de ça, Osama. il n'y a pas une seule formule. On a tous des vies différentes, avec des quotidiens différents, des challenges différents. Donc, ce qui va marcher pour lui peut ne pas marcher pour moi. Ce qui est pourtant une vérité pour moi, c'est que tu veux avoir des résultats exceptionnels, il faut faire des choses exceptionnelles. Je ne dis pas qu'il faut tuer sa santé pour réussir dans l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire par contre, et ce reste que ma vérité, que je n'impose à personne, c'est que si ça avait été facile, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Donc, je choisis l'inconfort aujourd'hui pour être confortable demain. Parce que dans tous les cas, tu vas passer par l'inconfort, que tu le veuilles ou non. Je me prive pour avoir de la liberté. Donc, je fais ce travail et c'est là où je te rejoins. Ça fonctionne aussi par cycle, c'est que quand tu démarres, tu dois te faire ta place. Tu dois comprendre les codes. Tu as l'excitation du début, l'énergie du début, tu dois bâtir sur ça. Surtout si tu as investi sur toi, c'est la première fois, tu dois rentabiliser cet investissement. Quand c'est ton 15e investissement, tu t'en fous. Tu n'as pas le même niveau d'engagement. Non, parce que de ton 15e investissement, tu viens chercher une petite chose. Mais même tu viens pas. Tu le payes et tu viens pas. Moi, ça me dit quelque Je chose. regarde pas. Il y a des balles qui se perdent. C'était gratuit ça. Mais c'est pour ça que c'est par cycle. Et cette énergie, elle se renouvelle après. Il faut renouveler la vision, il faut renouveler la mission, il faut savoir se travailler sur soi, savoir reculer, savoir ralentir, arriver à un certain moment. Mais pour se faire une place sur un marché, tu ne peux pas venir les mains dans la poche. Tu vois, il faut quand même y aller. C'est ce que je vois moi, c'est ce qui a fonctionné pour moi et pour pas mal de personnes. Mais encore une fois, je suis peut-être biaisé, hein, c'est vraiment ce que je vois et ce que je pense. Mais du coup, au-delà de l'énergie du départ, comment est-ce que tu organises ta vie et ton entraînement en fait, personnel pour aller continuer de performer, d'aller au-delà de prendre ta place, mais d'aller prendre une place encore plus importante? En fait, déjà, il faut comprendre que tu dois être prêt à accepter l'échec. En fait, l'échec dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup, c'est la porte d'entrée. Quand je dis pour beaucoup, c'est pour pas dire tout le monde. C'est la porte d'entrée. Tu dois te manger des claques et tu dois enchaîner. Encore une fois, tant mieux. Parce que si ça avait été facile, tout le monde le ferait, il y aurait moins d'opportunités. Donc ça, c'est la première chose. Après,
Comment monter en compétences, te fixer des standards, aller chercher ces standards, ça demande beaucoup de choses. Hein. Ça demande de savoir sur quoi je dois bosser, surtout dans notre domaine, hein, ça demande beaucoup de conscience de soi. Ça demande un entourage. C'est toujours plus facile quand on est soutenu. Si on n'est pas soutenu à la maison, comment on peut l'être avec le milieu professionnel? On paye pour être dans des environnements, on paye pour avoir accès à des cerveaux, pour avoir accès à des personnes qui sont là où on a envie d'aller. Donc, ça passe par toutes ces choses-là qu'on a tous déjà expérimenté au moins une fois. Du coup, quelle est la place de l'entraînement, de la formation dans une journée type? On va dire si aujourd'hui je dois prendre 8 appels de closing, que ça me prend peut-être 6 heures parce que j'ai quelques qualifs et quelques SS, où est-ce que je place mon entraînement quotidien, mon bien-être pour justement pouvoir performer sur ces appels, sachant qu'on n'a que 24 heures dans la journée et que la moitié on passe plutôt à dormir et à se reposer Alors, aussi. il faut savoir que déjà l'appel de closing est un entraînement. Donc déjà, quand tu as conscience de ça et que tu le prends sous cette forme-là, tu grandis tous les jours et tu apprends tous les jours. Après, quand tu es en début de cycle, en début de carrière, tu as besoin d'enchaîner les matchs. Tu as besoin d'enchaîner les appels pour trouver ton style et ta personnalité. Tu bâtis ton momentum. On ne peut pas savoir qui tu es avec une semaine d'appel. Parce qu'il y a facteur stress, c'est le début, tu cherches tes marques, tu comprends l'offre. On va voir qui tu es après 2-3 semaines déjà. On va avoir une première idée. Donc, c'est pas évident tout de suite. Au début, moi, je recommande toujours de foncer, d'y aller. Les datas, c'est tes appels. Après, avec 6 mois d'expérience, 1 an, 2 ans, je ne te dis pas de prendre 8 appels par jour et de ne pas te former. Tu vois, c'est pas ce que je te dis, au contraire. Réécoute tes appels, prends du temps pour toi. Moi, aujourd'hui, j'ai des créneaux dans mon agenda, c'est recherche et développement. Ok, ben justement, qu'est-ce que tu intègres là-dedans, dans cette thématique? Recherche et développement, ça peut être formation, ça peut être lecture, ça peut être méditation. Bain froid, yoga. Non, je rentre pas ça dans recherche et développement quand même. Pour répondre aussi à ta question, moi aujourd'hui, dans ma planification, j'ai 1 heure par jour. 1 heure par jour, je me mets formation. Formation, alors dans formation, ça peut être aussi lecture, ça peut être je vais réécouter un appel de moi, Ça peut être un podcast. un podcast, une vidéo YouTube. 1 heure, c'est vraiment pour moi, tu vois. Pour mon développement personnel, 1 heure par jour, aujourd'hui. Par rapport à ce que disait Osama, au début, on recommande vraiment de foncer, de faire des appels. Il y a une manière d'interpréter les choses et de mettre des mots derrière ce que tu fais. Quand tu fais beaucoup d'appels, forcément, tu vas avoir des gens qui ne sont pas qualifiés. Tu vas avoir des gens, c'est des chasseurs de gratuits. Tu vas avoir des gens qui sont à un niveau de conscience bizarroïde. Des gens qui ne sont pas du tout alignés avec tes valeurs, ta personnalité, ton énergie. Ok. Comment tu vas interpréter ça? C'est une question juste de perception. Il y a quelques années, je m'étais mis dans la tête, peu importe les personnes que j'ai, je vais avoir que des professeurs en face de moi. Tu vois? Je ne vais pas avoir des enfoirés, je ne vais pas avoir des gens qui vont me faire perdre mon temps, je ne vais pas avoir des... Non, je vais avoir que des professeurs. Chaque personne, elle aura quelque chose à m'apprendre. Ça m'a énervé, ça m'a frustré, ça m'a fait perdre du temps, Ok, c'est quoi le cadeau derrière ça? Quel est l'apprentissage derrière ça? Ça peut faire travailler ma patience, peut-être, ça peut faire travailler ma résilience, ça peut faire travailler mon écoute, ça peut améliorer mon process, ça peut me permettre de gérer mon temps. Enfin, à chaque fois, j'apprends quelque chose. Ça, c'est juste pour les personnes, on va dire, où je mets dans ma tête, ah, j'ai perdu du temps, ah, j'aurais pas dû. Ah. Il y a d'autres personnes qui n'achètent pas, mais qui deviennent ambassadeurs parce que l'échange et la connexion, elle a été tellement puissante. Il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un savoir-faire énorme. Tu prends des appels, je pense que ça t'est déjà arrivé, tu es en face de certaines personnes, tu découvres leur univers, tu te dis waouh, ils ont zéro faire savoir. Et à l'inverse, tu as d'autres personnes qui ont zéro savoir-faire et un blabla ou un faire savoir qui est juste énorme. Et à chaque fois, tu apprends. Tu apprends de ceux-là, tu apprends de ceux-là, tu n'as que des professeurs. Tu n'as aucune personne bizarre qui te fait perdre du temps. Et donc du coup, si j'ai que des professeurs dans ma journée, j'apprends tous les jours. En plus des 1 heure que je me fixe pour moi, j'apprends tous les jours. Ça demande un certain niveau d'introspection, ça. Tu pourrais, en fait, comme la plupart des gens qui vont commencer soit leur offre d'accompagnement, soit un partenariat pour closer pour quelqu'un qui vend des offres d'accompagnement. Et c'est pas donné à tout le monde ce niveau d'introspection au début. Est-ce que chacun, là, vous auriez des petits tips à partager sur comment vous faites justement pour vous introspecter, pour remettre en question un petit peu des fois ce qu'on fait, ce qu'on a bien fait ou ce qu'on aurait pu faire mieux et arriver à tirer ce genre de conclusion que non, cette personne-là, elle m'a pas fait perdre du temps. Il y a une leçon cachée derrière, même si ça me prend même ne serait-ce qu'1 heure à trouver cette leçon et qu'après j'arrive à l'appliquer, à le changer. Ça peut, sur mes prochains appels, mes prochaines factures, ça peut changer énormément de choses. Mais pour ça, il faut avoir cette, comment je pourrais dire, ce petit truc de se remettre en question. Et ça, c'est très rare aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un petit truc pour se remettre en question? Donc là, on va rester sur l'introspection. Ou est-ce que c'est des tips de mindset que tu veux qu'on apporte? C'est des choses différentes. L'introspection, En fait, regarde. je ne sais pas si on peut rentrer sur ce chemin-là, parce que... La plupart des personnes, ils sortent de formations lambda de closing à droite à gauche. Ils vont démarrer
ils ont pris un accompagnement pour créer leur offre, pour ensuite se marketer, se faire voir et attirer des gens ou aller prospecter, mais ils vont tous rencontrer le même problème. C'est que par exemple, à la fin d'un appel, des fois ils vont se dire « Ah bah tiens, un tel il n'est pas qualifié », ils vont passer à autre chose et ils vont pas avoir ce recul-là, ils vont pas arriver à prendre cette hauteur et se dire « Là, il y a un enseignement caché. Là, c'était un professeur. » La majorité des gens vont se dire « C'est un lead pas qualifié, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la cible », mais ils vont pas avoir ce recul nécessaire pour tirer une leçon de ça. Comment est-ce que toi tu fais, ou qu'est-ce qui t'a permis il y a quelques temps, il y a quelques années, quand tu as mis ce mindset un petit peu en place, de te dire non, il n'y a que des leçons cachées, et là, cette personne-là, même si techniquement on peut pas l'aider, on peut pas l'accompagner, elle m'a apporté des leçons et ça a été un apprentissage. Tu veux commencer à répondre, Tanguy? Je sais pas si réellement c'est une réponse. En fait, quand je t'entends poser cette question-là, moi, ça me fait penser à quelque chose. Si on fait passer la relation avant la transaction, l'échange sera forcément beaucoup plus fluide. Et des fois, il peut m'arriver, j'ai mal dormi, je suis fatigué, de manquer de patience des fois dans certains appels qu'on pourrait juger non qualifiés. Donc, quand j'ai cette réaction-là qui arrive, j'ai deux possibilités. Soit je renvoie tout boulet, et c'est pas une bonne idée et je le sais, donc du coup je suis dans l'appel. La personne elle a pris ce temps-là, donc je prends une bouffée d'air, je me dis et je me mets à sa place en fait. Je la regarde et j'essaye de me mettre à sa place. Je me dis cette personne, elle a quand même pris un appel, elle a quand même vu quelque chose. Si elle est là, c'est qu'il y a une raison. Des fois on a l'impression que entre ce qu'on a lu dans un formulaire et la personne qu'on a en face, il y a deux mondes différents. Et en fait je me dis que s'il y a deux mondes différents, il y a forcément une raison. Je me dis ce qu'elle me dit c'est tu vois, tu parlais des 12 hommes en colère. Il y a un passage à un moment, le petit garçon, tu vois, il a rien fait. Et pourtant, en fait, il y a une leçon derrière ça. C'est pour ça que je vais pas en dire plus, sinon je vais spoiler pour ceux qui ont envie de le voir. Mais en fait, il faut se mettre à la place du prospect. S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Et dans tous les cas, j'ai envie de l'aider au maximum. Même si ça n'a rien à voir avec ce que je propose derrière, et j'ai envie qu'il reparte et qu'il ait fait au moins un pas en avant. Peu importe le pas, mais qu'il en ait au moins fait un. Je ne sais pas si j'irai aussi loin. Alors, au niveau de l'intention, je suis totalement aligné. En fait, la première chose que j'ai envie de me dire, c'est qu'en termes de mindset, quel est mon degré de responsabilité sur le fait que le prospect sache ou ne sache pas, ou s'est présenté, ou comment est-ce que je réagis, ou comment je perçois les choses. Donc, je prends toujours la responsabilité de tout. Tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Si le prospect me fait un no-show, c'est de ma faute. À partir du moment où le lead est dans mon agenda, c'est ma responsabilité. Avant, je n'ai aucun contrôle dessus. Et tout ce que je peux le contrôler, j'en suis le responsable. Et donc, on peut dire, oui, mais une personne qui ne te répond pas, tu ne contrôles pas. J'ai un contact avec cette personne-là. Donc, à moi de commencer mon closing à ce stade-là. Mais à côté, il y a un degré aussi d'intelligence émotionnelle, où je dois être capable de comprendre que cette personne-là ne nous connaît pas. Et que cette personne-là peut être dans un train de vie intense et qu'elle est oubliée de se présenter. Donc tu vois, là, je vais commencer à dire qu'il y a peut-être des excuses, je ne vais pas être dans un jugement. Et ça me permet, moi, de redescendre et de ne pas prendre les choses personnellement. Parce que je suis le genre de personne qui respecte le game. Quand je prends un rendez-vous, je veux honorer ce rendez-vous-là. J'aime le game, je respecte le game. Et pourtant, j'ai déjà fait des no-shows. Ce n'était pas volontaire. Parfois, ça va très vite dans une journée. Ça va très, très vite. Et on oublie. On ne check pas l'agenda. On sait qu'on n'a pas de coaching, pas d'appel, pas de rendez-vous. Mais j'avais booké un appel en tant que prospect. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je n'ai pas à le prendre personnel. Par contre, je peux me dire quel est mon degré de responsabilité pour que cette personne ne se soit pas présentée. C'est qu'elle a oublié. Ok, ça peut arriver d'oublier. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'elle ne m'oublie pas? Tu sais, j'ai beaucoup de personnes en coaching, dès qu'ils ont beaucoup de no-show, donc des personnes qui ne se présentent pas, elles me disent « Ouais, en ce moment, je suis sur une vague de personnes qui ne respectent pas, je comprends pas, elles prennent rendez-vous, elles ne se présentent pas. T'as essayé de l'appeler? Oui, plusieurs fois. SMS? Oui. Elle t'a répondu? Non. Et alors? C'est irrespectueux de la part des gens. Ok. Peut-être que cette personne a eu un accident. Peut-être que cette personne elle est gravement malade. Peut-être que cette personne a X milliers de raisons de ne pas te répondre et de ne pas s'être présentée et ne pas avoir pu t'avertir ou avoir eu la chance de pouvoir le faire. Ouais, elle ne te connaît pas. T'es qui, toi? Pourquoi le prendre mal directement, en fait? Tu sais pas ce que tu ne sais pas. Et pour la partie introspection, pour revenir dessus, alors moi j'aime bien dire que tu ne peux pas dire à une personne, tu ne peux pas être le guide touristique d'une ville que tu n'as pas visitée. Donc tu vas dire à une personne de te partager sa réalité, d'avancer avec elle, faire une découverte, explorer sa situation, ses problèmes, depuis quand, pourquoi est-ce que tu le fais pour toi? Pourquoi est-ce que toi tu te sens comme ça quand une personne te fait ça? Comment est-ce que toi tu te prépares sur les appels? Comment est-ce que tu sais que ta posture est bonne? Comment est-ce que tu sais que ta stratégie est bonne? Comment est-ce que tu sais que tu as la bonne intention? Est-ce que Tu veux lui faire verbaliser. tu fais un petit examen de conscience avant même de rentrer en rendez-vous? Est-ce que tu fais ce travail sur toi avant de devoir le faire aux autres? Et toi, c'est ce que tu fais encore aujourd'hui, avant tes appels? Pas avant tous mes appels, mais au moins une fois par semaine, je me pose toutes ces questions-là. Même parfois, à la fin de chaque appel, je me pose des questions. Est-ce que mon intention était bonne? Est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai suivi mon intention ou j'ai suivi mon ego? J'ai suivi une peur? On en parlait pour un cas complètement différent, mais on en parlait de l'intuition.
Est-ce que j'écoute mon intuition quand je suis en paix d'esprit ou est-ce que j'écoute mon intuition sur l'état de stress? C'est pas la même chose. Ça rejoint sur ce que je disais tout à l'heure au tout début avec le besoin. Les gens qui sont dans le besoin. Les gens qui sont dans le besoin et en fait c'est pareil, des fois certains ils vont écouter plus leur peur du manque finalement en fait. Eh ouais. Mais quand la nature est pas bonne, tu peux pas toujours te fier à ton intuition. Quand tu es en train de vibrer avec une énergie du manque, ton intuition là te dit pas grand-chose. Ton cerveau qui est en train de paniquer, qui est en train de te dire attention, attention, attention. Tu dois absolument vendre, sinon tu payeras pas ta facture d'électricité. Tu vois. De toute façon, peu importe la peur, si tu laisses la peur t'envahir, tu perds ta lucidité, tu es semblable à quelqu'un qui a un taux d'alcoolémie dans le sang. Autrement dit, tu perds ta lucidité. Je vais te raconter un truc, et ça date de, je sais même pas j'avais quel âge, je crois que j'étais encore adolescent, tu sais, c'est à l'époque des conneries de quartier, etc. Et quand on avait peur que la gendarmerie elle venait taper à la porte, je ressentais une peur. Et en fait, j'avais rien fait. J'étais juste avec un groupe qui lui avait fait. Mais moi, j'avais rien fait. Et je ressentais en fait cette peur. Mais une peur, tu vois, une forte peur, tu vois, la peur de toc toc toc, tu vois, maman, papa, ça part en live. C'est jamais arrivé. Mais au bout d'un moment, en fait, j'avais tellement peur que ça m'envahissait. Et j'ai eu ce réflexe de me dire, attends, Rachid, pourquoi t'as peur? T'as rien fait. Pourquoi toute cette peur? T'as rien fait. Ouais, t'es Théo, mais t'as rien fait. Le fait, en fait, de me parler à moi-même, ça peut paraître fou, mais le fait de me parler à moi-même et de me dire, mais attends, t'as rien fait, ok, et je parle avec cette peur, ouais, mais en fait, elle n'a pas lieu d'être. Et ça m'a servi tout au long de ma vie, et y compris dans l'entrepreneuriat et dans la vente, quand je ressentais des peurs, la peur du rejet, la peur de l'échec, la peur du manque, la peur de déranger, des peurs, pourquoi j'ai peur? La peur du manque. Ce qui m'est destiné me sera destiné. Tu vois. Je place ma confiance en celui qui m'a mis au monde, en celui qui m'a créé. Tu vois. Point, je me détache. Peur du rejet. Pourquoi j'ai peur qu'on me rejette? En fait, la personne, elle ne me rejette pas moi, elle se rejette elle. Peur du refus, elle ne me refuse pas moi, elle se refuse elle. Et le fait en fait de trouver des réponses, de parler avec cette peur, parce que c'est juste une émotion, ça me permet de l'évacuer et de garder ma posture. Donc ça, c'est un des trucs que tu utilises pour revenir sur la question de tout à l'heure, sur comment on fait pour... t'as un événement qui t'arrive, tu peux le voir de deux façons. Tu peux le voir avec les yeux d'une abeille ou avec les yeux d'une mouche, pour ceux qui auront la ref. Et tu vois, la question tout à l'heure, c'était comment est-ce que toi tu fais pour tout ce qui t'arrive, arriver à en tirer des leçons. Là, par exemple, cette peur, tu me dis que toi, tu as su l'écouter, la comprendre, te dire, mais d'où est-ce qu'elle vient en fait? Elle est infondée, cette peur, elle n'existe pas. Réflexe. Une peur, elle vient. J'ai peur. Ok. Pourquoi j'ai peur? Parfois même, ça peut être un geste. Tiens, j'ai besoin de poser ma main sur moi. Pourquoi j'ai peur? Je comprends pas. Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir peur? De quoi j'ai peur? Dans une période où tu perds ta lucidité, essayer de te concentrer pour comprendre qu'est-ce qui fait que cette lucidité elle est partie. Essayer de mettre des mots derrière. Une peur, c'est une émotion. L'émotion, il faut l'accueillir. Mais c'est pas de te battre avec. N'essaie pas de la repousser, essaye de la comprendre. Je l'accueille, je la comprends, je relativise, et là après j'avance. Ah mais c'est quand tu le sais le chemin, c'est facile. Mais là, essayons de le décortiquer, tu vois. Moi je l'ai su grâce à la gendarmerie, je le transmets comme ça. Il y a forcément des personnes qui nous écoutent qui, quand ils ont leurs appels, eux, ils se disent ouais, ils n'arrivent pas à trouver justement ça. Et comment toi tu as pu faire pour en arriver là? La peur elle était tellement forte que toc toc toc, gendarmerie nationale, elle était tellement forte. Je pouvais pas décevoir ma mère, mon père, c'était pas concevable pour moi. Et c'était tellement fort que je sais pas comment l'expliquer, j'ai commencé à parler avec cette peur. Je pose des questions, pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur là? De quoi j'ai peur? Et en fait, c'est le fait de parler, de me parler à moi-même. Dans l'entrepreneuriat, je me parle à moi-même. Je ressens une peur. Pourquoi j'ai cette peur là? Que la personne, elle signe pas, elle sait pas ce qu'elle perd la pauvre. Dommage pour elle. Est-ce que j'ai tout fait pour l'aider? Ouais. Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Oui, non. Si c'est oui, je vais le faire. Si c'est non, ça s'arrête là. Moi, j'ai pas de rejet, pas de refus. J'ai pas en tout cas cette peur aujourd'hui. C'est de savoir se parler, savoir se poser des questions. Mais est-ce que au-delà de la peur, il n'y a pas aussi le courage qui entre en jeu? Et est-ce que c'est pas aussi une compétence à développer ou une forme de ton identité à développer aussi? Parce que parfois on a effectivement conscience que, ou du moins on croit avoir conscience qu'on a tout essayé, et par souci de ne pas aller trop loin avec le prospect, de ne pas aller trop dans les détails, on évite de revenir sur certains sujets qu'on a abordés et sur certains leviers qu'on pourrait justement activer. J'ai parfois l'impression, en parlant avec d'autres closers, qu'il y a cette notion de courage qui leur manque. On me dit souvent j'ai peur d'aller trop loin. Ils ont même peur de prendre leur place. Parfois on met trop d'importance, de respect sur comment est-ce que la personne va ressentir ce que je vais dire. Juste sois toi-même. Sois toi-même, n'aie pas de regrets, n'aie pas peur de dire les choses. Bien sûr qu'il faut de la manière, bien sûr que tu dois faire attention à ne pas créer de la friction. Mais je pense qu'il n'y a aucune personne qui a envie de passer des appels en étant bridé et en jouant un rôle. On a tous envie d'être nous-mêmes, de ne pas avoir de masque, de garder notre personnalité et de juste savoir ce qu'il faut dire, quand le dire, comment le dire. À un moment donné, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a personne qui a envie de jouer un rôle sur un appel. 100%. On va revenir juste rapidement sur le sujet des peurs, juste pour clôturer. C'est important parce on a beaucoup parlé des peurs. Bon, pour moi, il y a une analogie qui parle sur les peurs, c'est les peurs,
c'est comme les feux dans le brouillard. Elle te montre les obstacles, mais elle t'éclaire aussi le chemin. C'est jamais à prendre à la légère une peur. Peu importe que tu la ressens dans ta vie perso, ta vie pro, elle te montre les obstacles et elle t'éclaire surtout le chemin. C'est pas une mauvaise chose en fait d'avoir une peur. C'est juste que ton cerveau fonctionne correctement. Bah, si de toute façon, si la peur, elle n'existait pas, le courage, il n'existerait pas. L'adrénaline, elle n'existerait pas. Il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Et c'est vital. Exactement. Mais ça, aujourd'hui, un entrepreneur qui vient de démarrer, qui a son programme d'accompagnement qui se lance, dès qu'il a peur, pour lui, c'est une barrière insurmontable. Alors que c'est quelque chose de très positif. Ça revient au no-show, au lead pas qualifié que tu vas avoir un appel qui finalement c'est un professeur. En fait, c'est tirer le bénéfice de tout. C'est une peur, en fait, tu la vois arriver, bah, au lieu qu'elle te fige, quelle est la leçon derrière? Comment, si je surpasse cette peur, bah, je vais grandir? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et c'est pour ça que c'est pas évident, je pense, pour chacun de nous d'essayer de le conscientiser et de l'amener à ceux qui nous écoutent. Ce recul à avoir de comment tu transformes tout ce qui t'arrive, en fait, en leçon, en positif, en apprentissage. Et je pense que c'est une des clés pour revenir aussi sur ce que tu disais avec l'estime de soi. Et Ça va plus loin que ça en fait. Là c'est quelle est ta vision, ta vision du monde. Aujourd'hui, tu as des personnes qui ont un état d'esprit de croissance et tu ne peux pas avoir un état d'esprit de croissance si tu es en mode victime. Victime, ça veut dire quoi? C'est que dans ta vie de tous les jours, tu te compares aux autres. Dans ta vie de tous les jours, tu mets des notes aux autres. La personne qui est au-dessus de moi, je vais la respecter. La personne qui est en dessous de moi, je la respecte moins. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans cet état d'esprit-là. Je me compare. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pas bien? Il fait mieux que moi. Pourquoi? Je fais mieux que lui. Je suis meilleur que lui. Je suis plus fort que lui. J'ai pas besoin de parler avec lui. Et ça, on le voit. Même chez les entrepreneurs à succès, c'est des comportements qui sont là et qui sont présents. Et tu ne peux pas être dans un état d'esprit de croissance si tu es dans la comparaison. L'état d'esprit de croissance, c'est que ton propre principal concurrent, c'est toi, ton principal ennemi, c'est toi, ton meilleur allié, c'est toi. Tu apprends des autres, tu grandis avec les autres, tu peux te challenger aussi avec les autres, avec une bonne intention. Mais comment est-ce que je peux faire pour que mardi, je sois meilleur que lundi? Mon focus, il doit être là. Il ne doit pas être comment est-ce que je peux être meilleur qu'un tel ou un tel, ou comment est-ce que je peux faire comme lui, ressembler à lui. Je vais voir le meilleur vendeur, je vais écouter ses appels et faire comme lui, c'est le meilleur moyen de se rater. Et ça, c'est pas juste dans un cadre de performance dans une équipe de vente, c'est un état d'esprit du quotidien dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu as envie de voir les choses avancer dans ta vie? Parce que je peux toujours me comparer à l'autre, mais selon quelle data? Les datas que je vois et celles que je ne vois pas. La partie invisible de l'iceberg. Donc dans tous les cas, tu rentres sur un terrain que tu ne maîtrises pas, où il te manque les au moins 80% des datas. Donc tu perds ton temps et tu avances pas. Là, ce que vous dites, j'ai deux mots qui me reviennent, c'est vision et peur. Et en parlant de vision, il n'y a pas plus tard que, je pense, au moins un an, j'étais en période de stagnation. Et en fait, Rachid, j'ai eu un appel avec toi, Rachid, et tu m'as posé la question, mais c'est quoi en fait ta vision? Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi en fait tu prends des calls chaque jour? Et j'avais pas la réponse. J'en savais rien. Et en fait, c'est super important parce qu'en fait, si t'as pas de vision, si tu sais pas pourquoi tu fais ça, si d'avoir une vision, c'est pas les millions comme on entend parler, non, c'est en fonction de qui tu es, en fonction de ce que tu veux être, en fonction de qu'est-ce que tu veux apporter. C'est d'avoir une vision de toi à côté sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. En fait, de te projeter, qu'est-ce que tu as besoin de faire chaque jour? Une petite action, on ne te demande pas de faire des grosses choses, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire chaque jour pour avoir ta vision d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans? Et en fait, c'est au fur et à mesure que tu avances chaque jour, tu deviens meilleur. Et en fait, quand il y a ces peurs qui arrivent, des moments de down, des jours où tu remets tout en question, en fait, de te rappeler quel est le parcours que tu as parcouru, où est-ce que tu étais il y a encore 1 an, il y a encore 2 ans, même hier, de regarder en fait qu'est-ce que tu as fait, le nombre de personnes que tu as pu aider, qui t'ont remercié, et de te dire, mais en fait, bah non, mais c'est des histoires que je me raconte. Pourquoi j'ai peur? Tous les jours, je travaille à être meilleur. Je suis meilleur qu'hier, je serai meilleur demain. Et la peur, elle est normale, elle est humaine. On est même les premiers à le dire à nos prospects que, en fait, s'il n'y avait pas de peur, nous-mêmes, on s'inquiéterait. Parce qu'en fait, la peur, c'est un moteur. C'est ce qui nous permet d'avoir les pieds sur terre. C'est ce qui nous permet d'être rationnel. C'est ce qui nous permet d'avancer, en fait. Tout en étant serein que, ouais, des fois, c'est compliqué. C'est challengeant. Mais en même temps, toutes les personnes qui viennent nous voir, c'est parce que, sont dans une zone de confort. Que là où elles veulent aller, c'est en dehors de cette zone de confort. Et que, avant de devoir faire un choix qui est dur. C'était quoi, justement, vos plus grandes peurs, chacun? Plus grande peur à quel niveau? Là, on reste dans le cadre professionnel, prise de décision, carrière. Si on prend mon cas, pour répondre à Titouan, moi, l'entrepreneuriat, la vente, c'est venu à moi. Je ne l'ai pas cherché, c'est venu à moi. Et quand c'est venu à moi, j'avais 2 choix. Soit rester là où je suis, une sécurité, un CDI, mais pas réellement une satisfaction parce que c'est pas quelque chose qui m'épanouissait. Soit sauter complètement dans l'inconnu, dans quelque chose que je ne sais pas, que je ne connais pas, et de voir où est-ce que ça m'amène. Je me suis posé, j'y ai réfléchi, j'ai fait de toute façon, t'as quoi à perdre? Je savais très bien que si je le faisais pas, j'aurais tout le regret de ma vie, tout le regret pendant ma vie de me dire putain, mais où est-ce que ça aurait pu t'emmener? Où est-ce que tu pourrais être si t'avais pris cette décision? Et au pire, je le fais, ça marche pas. Je refais ce que je faisais. C'est pas grave. Mais au moins, j'aurais essayé. J'aurais pas de regrets. Et ça n'a pas été facile. Du jour au lendemain, je vais dire, je démissionne. Je vais dans quelque chose où j'ai besoin de gagner de l'argent dès le mois prochain, mais je sais même pas si je vais en gagner. Mais au moins, je vais essayer. Je suis très closable.
Donc, pour revenir là-dessus, si on veut aller dans quelque chose qui est confortable, ça demandera forcément de faire des choix inconfortables. On aura toujours un choix qui sera dur à faire. Pour que ce soit plus parlant, tu vas toujours être l'esclave de quelque chose. Tu peux être l'esclave de la société, tu peux être l'esclave de ton business, et je peux même sortir du cadre pro, mais je vais éviter pour aujourd'hui pour rester dans la thématique. Mais dans tous les cas, tu dois choisir ta difficulté. Tu peux pas fuir. Et laquelle tu as envie d'avoir. Et quand je dis esclave de ton business, c'est pas de travailler comme un malade du lundi au dimanche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu prennes le chemin à gauche ou à droite, il y aura de la difficulté. Mais c'est quelle difficulté que tu as envie d'avoir? On est tous ici des bosseurs. Et je vais parler pour moi, la charge de travail est énorme. Et je sais pourquoi je le fais. Et je sais ce que je ne veux pas. Et je préfère faire ça dans ces conditions, pour moi, pour mes proches, pour ma famille, pour mes convictions, et avec la liberté que je choisis. Donc forcément, j'ai moins de temps pour moi. Je ne suis pas le genre de personne qui rentre du boulot à 17h et qui oublie le travail et qui... Non, à 17h, je suis encore en plein dans le jus. Et par contre, je peux décider de travailler d'où je veux. Donc je choisis mes difficultés, je choisis mes libertés. Et c'est jamais tout rose. En fait, tu peux pas prendre ce que tu as envie et laisser le reste. Si tu vas dans ce parcours-là d'entrepreneuriat, il y a des avantages et des inconvénients. Tu vas dans le salariat, pareil. Tu vas dans un métier à performance, c'est pareil. Il y a des métiers qui sont bien plus faciles que ce qu'on fait. On l'a choisi, et c'est pour une raison. Malgré ça, j'ai mis un filtre quand même, parce que c'est pour le bien de tous. Je reviens sur ma question. C'était quoi vos plus grosses peurs? Là, tout de suite, là. Non, pas là tout de suite, au début. De toute façon, on va tous s'y passer. Hein. Moi, c'est simple. On a vu que chaque jour, il y a des apprentissages. Même dans les pires trucs qui nous arrivent, il y a des apprentissages. Et je l'ai encore, hein, cette peur. Hein. C'est celle qui me drive aujourd'hui. Et je pense que c'est une de mes plus grandes peurs, c'est de me dire que dans une semaine, un mois, un an, j'ai pas avancé. Je suis toujours au même endroit. Est-ce que tu penses que c'est possible? Ça, c'est ce qui me fait peur. Et comme ça me fait peur, ça me drive. Et comme j'ai pas envie dans un jour, dans un mois, dans une semaine, dans 2 ans, 10 ans, d'être au même stade, même d'être la même personne, la même identité, je suis obligé d'avancer. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tout est possible, tout est possible. Je pourrais, mais je le fais pas. Et je le fais pas parce que cette peur, elle me drive. Est-ce que tu penses que c'est possible si tu es en action? Non, tu es en action parce que dans tous les cas, tu avances. L'action, c'est du mouvement. Mais regarde, ce que je veux te dire par là, c'est que, encore une fois, c'est comment on réagit face à ça. J'aurais très bien pu me dire, tu as peur d'être le même, etc. Alors, ne va pas dans telle formation, ne va pas dans tel programme, ne va pas dans telle structure. Là, tu as un confort, tu as une situation qui est plutôt bonne. Pour le coup, c'était pas le cas, moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat. Problème de dos, bâtiment, tout ça. Donc, c'était plus dur de rester, qu'on en a déjà parlé, plus dur de rester de là où j'étais que d'aller vers cet inconfort-là. Le plus inconfortable, c'était de rester dans ma situation. Et c'est le même schéma dans l'entrepreneuriat. Du coup, tu étais plus repoussé par... Ouais, carrément, carrément. Moi, c'est simple, je ne pouvais pas continuer à faire ce que je faisais. Le corps, il allait dire stop. Donc, comme ça me faisait peur de rester au même endroit et de voir ton corps qui te dit stop, j'ai bougé. Et là, c'est exactement pareil dans l'entrepreneuriat. C'est comme si cette sciatique, cette hernie, elle est toujours dans ma tête, dans mon mindset. Et si moi, je ne fais pas les choses qu'il faut, je m'en croûte. Et pour moi, je vais même aller plus loin, c'est que tu ne peux pas en fait stagner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Soit tu avances, soit tu régresses. Exactement. Tu dois peut-être avoir la même que moi. La plus grande peur que j'ai aujourd'hui, pour un peu, quand je t'écoute, Titon, et on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, moi, la plus grande peur que j'ai aujourd'hui, c'est un peu lié à ce que dit Titon, c'est que ça s'arrête, du jour au lendemain. Parce que ça a manqué de perf, parce que ça a manqué de résultats, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui peut se passer. Et ça, c'est ma plus grande peur. C'est que du jour au lendemain, ça s'arrête, alors que pourtant, chaque jour, je me botte pour me défoncer. Oussama, je te remercie pour ta question. Lotfi, quoi ta plus grande peur? La peur, ce serait de ne pas exploiter en fait le potentiel que notre créateur nous a donné. Parce qu'il nous a donné l'opportunité de vivre des choses, mais pour pouvoir les vivre, il faut avoir un niveau de développement aussi bien personnel qu'au niveau de sa conscience. Et chaque jour qui passe, on ne va pas développer ces points-là, c'est des jours qui sont gâchés et c'est des jours de retard par rapport au niveau qu'on pourrait atteindre. Et voilà, je pense que faire honneur, ça passe par là en fait. Honneur à la vie. Franchement, les gars, il y en a des peurs. Hein. Passer après celle-là, c'est pas facile. Hein. Peur, ne pas exploiter son plein potentiel. Ça, c'est une sacrée peur. Je la comprends, je la partage. C'est une vraie peur de passer à côté de sa vie. Et en fait, d'être tellement en pilotage automatique que tu t'oublies. T'oublies les personnes pour lesquelles tu fais ça. Et ça, je pense que ça nous parle tous plus ou moins. Et que vienne le moment où tu te dises, est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que j'ai signé pour ça? Est-ce qu'on peut vite se perdre dans le travail? Tu vois, moi, c'est plus cette peur-là. La peur d'oublier les choses les plus importantes. D'oublier ma mission, ma grande mission, tu vois. C'est ça qui me fait peur. Ça me fait pas peur, moi, que tout s'arrête. Franchement, que tout s'arrête, moi, demain, pépère. Avec les compétences que vous avez là, vous pouvez rebondir partout. Si le bon Dieu veut, avec compétence, si à la santé, on peut repartir de zéro. Moi, je suis reparti de zéro plusieurs fois. C'est pas que ça s'arrête. C'est pas ce que tu as dit, toi, de ne pas avoir avancé. Pour moi, c'est impossible à partir du moment où je suis en mouvement. Tu me clarifieras ça. Mais par contre, peur de... Parce que ça aussi, c'est une vraie peur.
Moi, je partage aussi la peur de Titouan. Être au même stade l'année prochaine que maintenant, ça voudrait dire que j'ai pas avancé, j'ai reculé. La peur de ne pas avoir avancé. La peur de stagner. En fait, tu peux pas stagner. C'est soit t'avances, soit tu recules. Mais la peur de ne pas avoir avancé, si quelqu'un qui est en action, c'est impossible. Ok. Quelqu'un qui marche un pas tous les jours peut pas se dire je ne vais pas avancer. Un pas. C'est pas, là, par contre, la peur de m'éloigner de ma mission, en commençant par exemple, m'éloigner des personnes que j'aime pour le business, ça oui, c'est une vraie peur. Est-ce que c'était déjà arrivé? Non, pas pour le moment. Alors, ça m'est pas arrivé pour le moment, mais par contre, j'ai commencé à sentir les premiers pas. Tu vois, j'ai commencé à sentir quand je passais trop de temps au bureau. Ah ouais. Moi, j'en ai fait des erreurs. Exactement. Moi, j'en ai fait des erreurs. Je les ai senties, je les ai vues. J'ai commencé à sentir ça. Ouais. Déjà, j'ai mis des mots sur mes valeurs, j'ai mis des mots sur ma mission, j'ai mis des mots sur ma vision, j'ai mis des mots sur les actions que je faisais. Et il y a une part des choses entre le pro et le perso. Grosse erreur de ma part, c'est de penser que je ne passais pas assez de temps avec ma famille, que je culpabilisais parce que je ne passais pas assez de temps avec les enfants, etc. Et en fait, quantité vs qualité. Tu vois. Et ça, c'est une grosse prise de conscience. Je préfère passer 20 minutes par jour ou 1 heure par jour avec ma famille, donc mon épouse et mes enfants, mes parents, etc. Plutôt que de me dire je dois passer 3 heures alors que pendant ces 3 heures-là, peut-être que 2h55, je vais penser au business. Non, qualité vs quantité, je préfère la qualité que la quantité. Grosse prise de conscience déjà. À partir de là, déjà, cette peur, elle commence à, on va dire, se démystifier, elle commence à partir un peu. La deuxième chose, c'est les temps de qualité. Oui, mais un temps de qualité, il faut savoir aussi connaître le besoin émotionnel des personnes qui sont en face de toi. Le besoin émotionnel, les langages de l'amour des personnes qui sont autour de toi, c'est quoi? Comment tu peux combler ça? Et ça, c'est très sous-estimé, encore une fois. Mais je pense que la majorité des entrepreneurs aujourd'hui qui ont cette chance-là, ils doivent tous se la poser. C'est est-ce que je passe assez de temps de qualité? Est-ce que c'est plutôt de la quantité? Qu'est-ce que moi j'ai envie? Qu'est-ce que je peux satisfaire? Et aussi qu'est-ce que mes enfants ils ont peut-être besoin, envie? Et je pense que C'est avant tout du management. C'est du management. Les enfants, la vie de couple, le business, c'est que du management. Mais quand on parle vraiment de l'éducation, temps avec les enfants, il faut comprendre que ce qui est important, c'est comme tu dis, le temps de qualité. C'est quels sont les souvenirs que tu vas laisser. C'est quoi l'image que tu vas laisser quand toi, tu es là. Est-ce que tu es le père qui est sur son téléphone, à côté des enfants, et qui dit qu'il est là parce qu'il est là, et qu'il les fout devant un écran, et qui est lui-même sur un écran? Qu'est-ce qu'ils retiennent de toi? Qu'est-ce qu'ils apprennent de toi à ce moment-là? Tu le vois partout aujourd'hui. En fait, c'est la réalité de beaucoup de monde aujourd'hui. Ils délèguent leur éducation à l'école, à l'éducation nationale ou à la nounou, ou à leur smartphone. Et bien sûr, mais c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce que toi tu leur laisses et c'est quoi les souvenirs qu'ils vont garder de toi? C'est quoi les expériences que tu leur vends? Maintenant, comment avoir le bon équilibre? Un de mes mentors, Arsène Wenger, que je respecte beaucoup, Ils ont perdu ce soir. que je respecte beaucoup, disait, quand tu nais, à la naissance, tu suscites des émotions. Quand tu décèdes, tu suscites des émotions chez ton entourage, tes proches. Et tout ce qui se passe entre les deux, c'est du management. Je laisse méditer dessus. C'est assez profond. J'aime beaucoup cette citation-là. Et donc, comment avoir le bon équilibre? C'est un travail du quotidien, c'est un combat du quotidien. C'est pas un jour, tu as trouvé la clé, puis c'est terminé. C'est un combat de tous les jours. Aujourd'hui, comment je peux donner du temps de qualité à ma famille? Et comment est-ce que je peux aussi bosser? Parce que j'ai passé 2 jours avec vous en séminaire et je vous vois closer tous les jours. Donc, moi, ma plus grande peur, c'est que vous ne soyez pas des meilleurs vendeurs que moi. Donc, comment est-ce que je peux faire en sorte que vous ne soyez pas des meilleurs vendeurs que moi? Voilà, ça c'est la prochaine question, là, mon prochain challenge là, sur lequel je dois travailler. Et pour ça, ça me demande de passer des heures, de bosser et d'avancer. Vous êtes pas d'accord? Pourquoi vous me regardez comme ça? Il y a un souci? J'ai dit quelque chose de mal? Je vous regarde closer et je reste comme ça? Non, je rentre chez moi et je vais bosser, quoi. C'est tout. Franchement, les gars, merci. Franchement, merci. On a parlé des peurs, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a fini par les enfants. Franchement, c'est parti en freestyle. Mais c'est ça qui est beau, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est magnifique dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on démarre une session d'interview entre nous. On savait même pas où ça allait nous mener. On savait qu'on allait rester sur l'entrepreneuriat et la vente. On a établi vraiment beaucoup de sujets. Merci Osama pour ta présence. Merci les gars d'être là. J'espère que tu as kiffé. Pense à mettre un pouce, ça donne de la force. Et bien sûr, je t'invite à cliquer sur les liens que tu vas trouver en dessous. Tu vas trouver un atelier qui va te permettre de découvrir comment on va pouvoir t'aider à donner envie d'acheter. Et aussi, tu vas trouver des liens, donc des réseaux sociaux de Osama. Si tu veux découvrir son univers, voir ce qu'il fait, qui c'est, n'hésite pas, clique en dessous. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.